Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage au concept particulièrement fascinant, à savoir Sadako, interprété par Ryo Ino dans le film Ring, la version originale japonaise de 1998 réalisée par Hideo Nakata. Le film raconte l'histoire d'une journaliste qui enquête sur une légende urbaine selon laquelle une cassette vidéo entraînerait la mort de ceux qui la regardent 7 jours après son visionnage. Les victimes de la vidéo semblent être tuées par une femme effrayante dont les longs cheveux noirs recouvrent le visage, la fameuse Sadako. Sadako reprend une figure classique de fantôme typiquement japonais et est devenue, au fil des années, une référence incontournable de l'horreur à travers le monde. Mais pour plus de détails sur le personnage dans les romans d'origine comme à l'écran, je vous renvoie aux vidéos d'Az l'épouvantail qui adore Sadako et dont je vous mettrai les liens en description. De mon côté, je vais me concentrer sur la manière dont Sadako est mise en scène dans ce film en particulier, et pour ce faire, je vais commencer à spoiler très rapidement. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille vivement d'aller le voir avant de continuer à regarder cette vidéo. Sadako est un esprit tueur qui a créé cette cassette maudite à partir de la haine qu'elle s'est mise à concevoir pour l'humanité, après que sa mère et elle aient été persécutées de leur vivant à cause de leurs inquiétants talents de médium. Et aussi que le père de Sadako l'ait assassinée en la jetant vivante dans un puits avant de le refermer. Et ça, si c'est pas une mission pour Super Nanny. Pour se venger depuis l'au-delà, Sadako va toujours reproduire le même schéma. Une personne va tomber sur sa cassette, la regarder, recevoir un coup de fil mystérieux juste après, et finir par mourir 7 jours plus tard. La force de ce personnage et de ce film, c'est de convertir une histoire de fantôme aux éléments de la technique moderne. Alors je suis vraiment extrêmement loin d'être une grande connaisseuse de la philosophie d'Heidegger, mais je me rappelle juste que quand j'étais au lycée et que j'étudiais ces textes en cours, j'aimais beaucoup ce qu'il racontait dans le texte La question de la technique, paru en 1954. Dans ce texte, il raconte que la technique, qui progresse vers une forme toujours plus industrialisée et non nécessaire à la vie, devient dangereuse parce qu'elle va à l'encontre de l'expression de notre humanité et de la nature. Par exemple, Terminator montre bien comment l'humanité se dépossède à travers la technologie et comment les hommes se retrouvent assujettis à ce qu'ils pensaient être le résultat de leur supériorité. Considérer toute production de la nature comme un matériau et ne se voir plus, nous, que comme des consommateurs de ces matériaux, amène à ce qu'Heidegger appelle la radicale inhumanité. S'il y a des Heideggeriens dans la salle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais des contresens parce que c'est pas impossible. Bon, alors tout ça pour quoi rapport à Sadako ? En fait, en la faisant intervenir via moult objets de technologie moderne, je pense que le film va reconférer du naturel et du primitif à ces objets, mais de la manière la plus effrayante qui soit. C'est pour ça que moi, dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer comment Ring réadapte nos peurs primaires au monde moderne à travers le personnage de Sadako. Sadako n'apparaît que très peu à l'écran dans ce film. En revanche, tout est fait pour faire sentir sa menace tout au long du film, dès le début et jusqu'à sa dernière et magistrale apparition, ce fameux moment où elle sort de la télé pour faire mourir de peur sa victime. On va donc voir comment les objets technologiques incarnent la présence de Sadako et comment elle pervertit cette technologie en artefact paranormal. Le premier objet par lequel Sadako va faire sévir sa malédiction, c'est évidemment la télévision. Et au long du film, on note une récurrence des écrans à l'image, qu'ils aient un rôle à jouer dans la scène ou pas. De cette manière, ils sont banalisés, mais ils sont aussi rendus sournoisement inquiétants au fur et à mesure qu'on comprend que le danger vient de l'image vidéo. On rend effrayant un objet du quotidien dont on prend conscience de l'omniprésence grâce à cette menace qu'il représente tout à coup. On note aussi qu'il y a un téléphone dans la plupart des pièces qu'on voit dans le film, et c'est au téléphone que Sadako vous notifie de votre arrêt de mort une fois que vous avez regardé sa vidéo. Il y a donc un effet menaçant qu'on remarque à peine dans le fait qu'il y ait des téléphones un petit peu partout, et régulièrement entre deux personnes en train de se parler, un petit peu comme si leur interaction était placée sous le joug de la menace de Sadako. On commence à donner une épaisseur à ces objets inanimés à travers le personnage qui les hante. Dans la même idée, on observe une association de l'esthétique de la technique et d'une esthétique de force de la nature, et ça notamment à travers l'eau. Par exemple, le film s'ouvre sur un plan de la mer sombre avec l'écume en surface, et l'image finit par se confondre avec le bruit blanc d'une télévision. Le même parallèle sera fait au niveau du son, et par exemple dans cette scène où Yoichi et son père se retrouvent sous la pluie, si on ferme les yeux, le son pourrait être aussi bien celui de la pluie que celui de la neige sur un écran. D'ailleurs, c'est pas pour rien si la transition vers cette séquence se fait sur une image de télévision. Et Sadako est associée à l'eau puisque sa mère avait manifestement des petites conversations au calme avec l'océan qui entourait leur île et qu'elle-même, elle a fini au fond de l'eau d'un puits. Donc de cette manière, on fait encore en sorte que Sadako habite subtilement la technologie de notre quotidien et qu'elle lui confère une dimension de force primitive et naturelle complètement à l'encontre de ce pourquoi on crée de la technologie. En vrai, si on est seul chez soi et qu'on a un petit peu peur, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps, on a le réflexe de mettre la télé, de mettre de la musique, d'appeler quelqu'un, tout pour étouffer la potentielle étrangeté autour de nous et l'impression que l'espace vide est peut-être habité. Et donc pour ça, rien de mieux que de mettre en marche tous les objets
qui vont réduire notre environnement à ses fonctionnalités techniques et réduire notre attention à recevoir ces fonctionnalités techniques. Bref, en gros, c'est rassurant parce que c'est dépourvu d'insaisissable. Sadako, en imprégnant la télévision de la force mystérieuse et naturelle de l'eau, annule sa caractéristique inerte et donc rassurante. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le bruit blanc des télévisions serait a priori un reste de l'énergie dégagée par le Big Bang lors de la création de l'univers, ou en tout cas un phénomène semblable. Donc cet objet de technologie moderne témoigne, indépendamment de la volonté de l'homme, de la plus grande force naturelle que le monde ait pu connaître. L'importance du bruit blanc dans le film est donc d'autant plus intéressante. Ce bruit à l'image devient en tout cas la marque du paranormal laissée par Sadako, et par exemple, il recouvre un instant la vision de l'héroïne lorsque les yeux de celle-ci tombent sur la cassette. Et lorsqu'on est plongé dans le flashback où on voit Sadako enfant qui crée un lien avec le présent, l'image est comme celle d'un film passé sur une vieille télé, et ça nous plonge dans l'univers de la vidéo maudite. On a aussi une scène où l'héroïne et un de ses collègues étudient une vidéo dans laquelle on voit le corps d'une des victimes de Sadako. À ce moment-là, le surcadrage des écrans contribue à instiller l'idée que l'image qu'on voit est contrôlée par Sadako et que notre écran devient le sien. Ça prépare le terrain pour notre propre visionnage de la vidéo maudite un petit peu plus tard dans le film. Et avant de revenir sur la question des cadres, je vais d'abord parler donc de ce fameux visage des victimes. Leur visage est intact, mais il est figé dans une expression caricaturale. On transforme alors le visage, où s'expriment nos sentiments, notre personnalité, notre humanité, en un masque artificiel. Et c'est ce principe inversé de conférer à l'animé un caractère inanimé qui est effrayant, parce qu'il dénature et nous rend, nous, impersonnels et froids. C'est pour ça que le visage des victimes est comme figé sur un négatif photo au moment de leur mort. Sadako pervertit le vivant au-delà de la mort, et cette idée la rend encore plus puissante et effrayante. Et c'est pas pour rien si elle a pas de visage. Elle n'exprime que le néant imperturbable, que la haine qu'elle ressent envers l'humanité dont on l'a dépourvue, et à laquelle elle s'oppose. D'où également ces mouvements saccadés qui sont effrayants en ce qu'ils parodient une illusion de vivant en artificiel. L'un des moments où Sadako pourrait presque avoir un visage, c'est lorsque l'héroïne trouve son corps au fond du puits et qu'elle enlève l'enveloppe de peau qui lui reste. À ce moment-là, un plan serré qui vient chercher l'émotion dans les orbites vides mais qui semble pleurer de Sadako achève de nous troubler dans cette recherche d'humanité dans l'inhumanité. Bon, maintenant je vais revenir sur l'importance des cadres. Et d'ailleurs, j'ai pas encore parlé des photographies qui elles aussi fonctionnent comme des cadres dans le cadre. On a par exemple la photo du groupe de jeunes victimes de Sadako que l'héroïne regarde avant d'entrer dans le chalet où ils ont visionné la cassette maudite. Asakawa compare la photo à l'endroit réel et le cadre du film fait écho au cadre de la photo. De cette manière, le film crée ce vertige qu'on ressent lorsqu'on se trouve à l'endroit exact où se sont déroulés des événements importants ou à un endroit qu'on reconnaît sur une vieille photo. Ça crée un parallèle entre la fiction du souvenir et la réalité du présent, entre la mort et le vide qu'elle a laissé dans la vie. Par ailleurs, on a aussi les photos des visages déformés des gens sur qui pèse la malédiction. Comme je le disais précédemment pour la télé, on se retrouve avec un objet de technologie contaminé par la marque du paranormal. Mais à ce stade-là, dans le film, ça ne dépasse pas le cadre d'une petite photo. À ce moment-là, dans la narration, Sadako est encore enfermée dans cette limite. Ce qui est dans le cadre des photos et des écrans, c'est le domaine paranormal de Sadako, qui menace constamment d'empiéter sur le vrai cadre du film dans lequel on aime se croire à l'abri. Enfin temporairement. Associé au son distordu qui semble mimer la voix de Sadako au cours du film, tous ces moments contribuent à la perfection de la dernière et magistrale apparition de Sadako, ce moment où elle finit par sortir du cadre. Et littéralement parce que c'est le passage où elle s'extirpe de l'écran de télévision. Jusque-là, on ne voyait jamais ce que les victimes voyaient avant de mourir, et il demeurait une légère incertitude sur une réelle manifestation physique de Sadako. Avant cette scène, elle ne dépasse jamais physiquement le statut de légende urbaine et le contrôle qu'on pense avoir sur les choses via la technologie. Et ce moment où elle traverse l'écran de télévision remet tout en question. Sadako achève de pervertir l'idée de la technique dans tout ce qu'elle a de vide et d'inerte pour la transformer en vecteur de paranormal et de mort. D'abord rampante sur le sol, elle finit par se relever et c'est sa victime qui se retrouve au sol. Le rapport de domination s'inverse, logique dans la vengeance de Sadako, dont le malheur a toujours été causé par des hommes, et dans cette dernière séquence, sa victime est un homme. On découvre enfin une partie de visage à Sadako, un œil révulsé qui, encore une fois, va chercher l'inhumain dans l'humain, ou l'inverse, je sais plus. C'est par tous ces procédés que le film fait de Sadako une entité maléfique de film d'épouvante, mais adaptée au monde moderne, dans lequel il n'est plus si rassurant maintenant d'avoir une télé chez soi quand on est seul. Sadako est un croque-mitaine de la technologie. Malgré son côté high-tech, elle n'en oublie pas de réveiller en nous nos peurs les plus primaires, comme le montre ce plan de la télé tapie dans l'ombre, sous le regard de Yuichi, à la fois très classique pour un film d'horreur et en même temps très original en ce qui met en scène une télé et non pas un fantôme ou un démon. En définitive, selon moi, Sadako se sert de ce qu'Heidegger appelle la radicale inhumanité laissée dans nos vies par l'omniprésence de la technologie
comme d'un nouveau terrain pour une nouvelle horreur. Voilà ma vision du personnage de Sadako, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de comprendre et d'explorer au mieux ce que je trouvais de si terrifiant moi dans le concept de ce personnage. Peut-être que vous partagez ma vision des choses, peut-être que vous avez une autre interprétation, dans tous les cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas fait, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!